Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Doit-on se préparer à la guerre? C'est en tout cas ce qu'affirme le chef d'état-major des armées. Mercredi dernier, le général Fabien Mandon a appelé les forces armées à se préparer à un choc potentiel d'ici 3 à 4 ans face à une Russie jugée menaçante. Même crainte du côté des services secrets allemands. Pour eux, la Russie pourrait entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN avant 2029. En juillet dernier, rappelez-vous, l'ancien chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, évoquait déjà la menace russe. La Russie a désigné la France comme son premier adversaire en Europe, prévenait-il explicitement. Pendant ce temps, ça tombe bien, le budget de la défense devrait atteindre les 57,1 milliards d'euros pour 2026, soit une hausse de 13%. La guerre est-elle à nos portes? On en parle avec le général Dominique Trinquant. Bonjour général. Bonjour. Bonjour mon général, je rappelle que vous êtes l'ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Je vous propose d'écouter une déclaration du président de la République cet été, avant de discuter. Je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Alors ça, c'est la déclaration du président de la République qui, dans notre Constitution, est le chef des armées, on le sait. Mais depuis, des officiers généraux ont pris la parole. Donc je m'interrogeais en ouverture de l'émission, quand la grande muette ouvre sa gueule, on est habitué sur les plateaux de télévision depuis l'invasion de l'Ukraine à ce que des généraux en active ou à la retraite donnent leur avis, viennent faire des suggestions. Et puis là, nous avons 3 officiers supérieurs, quand même, le Fabien Mandon, qui est chef d'état-major des armées, le général Pierre Schill de son côté, le général Burkhardt l'avait dit également, qui annonce carrément qu'il faut se préparer à une guerre avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans. Première question, mon général, est-ce que c'est bien aujourd'hui, dans le contexte actuel, aux officiers généraux en place et en titre, à décider ou à suggérer la politique de la France, qu'ils fassent cette remarque, eux, au ministre de la Défense, des Armées, au Premier ministre ou au Président de la République, je comprendrai, mais qu'ils viennent déclarer à la télévision « J'ai donné instruction aux armées de se préparer à la guerre », est-ce qu'on est bien dans le droit de réserve auquel les officiers généraux de l'état-major sont tenus? On est dans le devoir d'application des consignes qui leur sont données. Ils ne font que répéter les consignes qui leur sont données. Vous avez bien fait de passer tout à l'heure l'intervention du président de la République cet été, qui lui disait clairement qu'il fallait s'y préparer. Donc ils ne font que décliner à leur niveau en marquant la façon dont les armées se préparaient à ce choc, ce qu'a dit le général Mandon, un choc possible dans 3 ou 4 ans. Et donc ils ne font que décliner leur mission. Ça me paraît tout à fait normal. Pourtant, cette déclaration, quand on annonce la probabilité d'une guerre, que le chef d'état-major des armées dise « nous sommes prêts » au cas où nous recevrions des instructions du pouvoir politique à intervenir, c'est une chose, mais le suggérer ou dire qu'il a donné instruction, ça étonne un petit peu. On n'a jamais été habitué. Alors peut-être dans le passé, vous savez, Georges Clemenceau avait dit « la guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires ». C'était un contexte tout à fait différent, mais jamais sous aucun autre président de la République, en tout cas pas sous l'autorité du général de Gaulle ou de Georges Pompidou, et même j'allais dire sous Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, on a vu des officiers généraux à un tel poste de responsabilité. On dirait à l'époque qu'il n'y avait pas de conflit de la nature de l'Ukraine. Mais se prononcer de façon, entre guillemets, aussi politique, en public, vous donnez une explication. On se souvient de l'épisode où le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, Emmanuel Macron vient d'être élu, et le général Pierre de Villiers interpelle le pouvoir, le président de la République, en disant « les moyens de l'armée sont insuffisants par rapport aux épreuves qui nous attendent ». Et on sait comment ça s'est terminé. Le président de la République est allé au ministère des Armées, a rappelé tout le monde à l'ordre en disant « je suis votre chef ». Et quelques jours après, le général Pierre de Villiers, courageusement, alors qu'on lui proposé de rester, a dit non, j'ai un sens de l'honneur qui fait que je m'en vais, il est parti. Là, on comprend que le pouvoir politique est confronté à un militaire, un soldat qui dit moi je n'accepte pas d'être appelé à l'ordre de cette façon, et il démissionne. Mais prévoir une guerre, est-ce que d'abord, Dominique Trinquant, vous êtes expérimenté sur le terrain, est-ce que la probabilité de la guerre est aussi réelle que ça? Vous savez l'opinion, ce qu'elle dit. On nous vend la guerre pour nous faire des mesures, pour proposer des mesures fiscales ou pour nous faire peur. Est-ce que le risque de conflit avec la Russie aujourd'hui, en octobre 2025, est une réalité?
Écoutez, 2 points. D'abord, vous dites on n'était pas habitué. Depuis 40 ans, les militaires, leur action, c'était de sauver les vies, si j'ose dire. On avait des budgets qui déclinaient considérablement et les militaires essayaient de sauvegarder ce qui leur permet aujourd'hui de remonter en puissance. Et c'est pour ça qu'à l'époque, évidemment, ils se préoccupaient surtout de la sauvegarde des armées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la menace, le président de la République disait que la Russie était pour longtemps un facteur de déstabilisation. Je crois qu'on n'a pas assez écouté M. Poutine qui, depuis 2007, l'a annoncé clairement. À Munich d'abord, et ensuite dans les faits, avec ce qu'il a fait en Géorgie, ce qu'il a fait en Syrie, ce qu'il a fait en Ukraine, en commençant par la Crimée. C'est une puissance de déstabilisation. Et quand aujourd'hui les chefs des armées se disent aux ordres du président de la République, nous prenons les moyens pour résister à ce qui risque de se passer, je dis bien ce qui risque de se passer, eh bien, ils ne font que remplir leur devoir. Toutes les agences de renseignement aujourd'hui, qu'elles soient allemandes, britanniques, françaises, polonaises évidemment, qui sont sur la ligne de front presque, toutes disent, attention, la montée en puissance de l'appareil russe ne s'arrêtera pas là. Il y a une machine de guerre qui s'est mise en route. Croyez-vous qu'elle aille s'arrêter? Aujourd'hui, après 3 ans et demi de guerre, M. Poutine ne démord pas de ses objectifs, ne change pas, malgré la pression qui maintenant est mise par les États-Unis. Donc il faut s'y préparer. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il faut être fort pour être respecté. Et ben, c'est exactement ce que font les armées françaises en ce moment. C'est ce que déclarait le général Pierre Schill. Pour qu'une armée soit crainte, elle doit être respectée. Ou pour être respectée, il faut qu'elle soit crainte. Et pour qu'elle soit crainte, il faut qu'elle soit forte. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité géostratégique qui est la dépendance de l'Union européenne, de l'Europe et de la France par rapport aux États-Unis. On sait que le général de Gaulle était très soucieux de l'indépendance militaire de la France, c'est pour ça qu'il avait d'ailleurs voulu la force de dissuasion nucléaire. On essaie aujourd'hui de reconstruire une souveraineté européenne en termes de défense. On a du mal parce qu'on voit que les États européens sont pas toujours solidaires. Est-ce que la première priorité, mon général, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait un jour une véritable armée européenne souveraine et indépendante, qui ne soit pas tributaire des aléas, j'allais dire, de Washington et des humeurs du président de la République des États-Unis, du président des États-Unis en fonction. Le président de la République avait envisagé une intervention au sol à un moment donné en Ukraine. Quels sont aujourd'hui réellement les moyens dont la France et l'Union européenne disposent pour contrer s'il y avait une agression de la part des Russes? Alors, premier point, ne parlons pas d'armée européenne, parlons de défense européenne. Défense Il n'y aura européenne. pas d'armée européenne. C'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça sera envisageable, une armée européenne? Est-ce que ça sera envisageable, une armée européenne? Une armée européenne, non. Une défense européenne, oui. C'est pas la même chose. Hein. Et si vous voulez, les règles dans les armées sont extrêmement différentes. Je vous donne un exemple. La brigade franco-allemande, après 15 ans d'expérimentation, on n'est toujours pas en mesure de fixer les modalités de la garde devant le quartier entre les Allemands et les Français. Vous voyez, donc en effet. On en est loin. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a des syndicats dans les armées. En France, Dieu soit loué, il n'y en a pas. En revanche, sur l'autonomie vis-à-vis des États-Unis, vous avez parfaitement raison. Sauf que depuis longtemps, depuis 1945 quasiment, les Européens se sont reposés sur les États-Unis. Et donc, malgré le fiasco de l'Afghanistan, les Européens ont du mal à se détacher des États-Unis. Alors nous, Français, on a l'habitude, vous citiez le général de Gaulle, depuis le général de Gaulle, on a l'habitude de pouvoir raisonner et se préparer de façon autonome. Mais les autres Européens, ils tiennent beaucoup. Maintenant, il y a des changements actuellement. Je vais vous donner un exemple simple. L'Allemagne. L'Allemagne a décidé, le chancelier Merkel a décidé de mettre 350 milliards pour rééquiper l'armée allemande, qui a vraiment besoin de remonter en puissance. Eh bien, sur ces 350 milliards, il y a 5% consacrés aux armements américains. C'est-à-dire, pour les Allemands, un virage radical. Le général Burkhardt, avant de quitter son commandement, est allé à Washington. Et il a dit à son homologue américain, écoutez, on a bien compris que l'Europe était plus au centre de votre intérêt et que vous alliez vous dégager progressivement, mais laissez-nous le temps de monter en puissance. On ne va pas changer 80 ans en 4 ans. Donc il faut monter en puissance. La France est en position
j'allais dire, favorable pour ça, parce que intellectuellement, moralement, elle l'a toujours fait. Les autres Européens, c'est une autre chose. Il faut les amener progressivement, mais aujourd'hui, l'Europe progresse. Malheureusement, à 27, ça prend toujours beaucoup plus de temps que quand on décide tout seul. Vous êtes ancien chef de la mission française auprès de l'OTAN. Vous vous souvenez qu'en 2008, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient suggéré de préparer l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Les Américains avaient torpillé cette idée. C'est surréaliste. Alors qu'aujourd'hui, on se demande si justement il n'aurait pas été temps que l'Ukraine et la Géorgie soient dans l'OTAN. Comment vous expliquez ce cafouillage ? Alors, juste une rectification, j'ai été chef de la mission auprès de l'ONU, pas de l'OTAN. De l'ONU, excusez-moi, de l'ONU, absolument. Mais j'ai travaillé dans l'OTAN également. Oui, ce qui est très différent. Écoutez, ce changement, c'est une appréciation de situation. Aujourd'hui, globalement, les Européens disent pas d'Ukraine dans l'OTAN. Si ça avait pu la protéger avant, peut-être, à étudier, aujourd'hui, ça serait une provocation. En revanche, l'Ukraine dans l'Union européenne. Et je rappelle que dans l'Union européenne, il y a l'article 47.2 qui équivaut à l'article 5 de l'OTAN. Simplement, les Américains n'y sont pas mêlés, c'est uniquement les Européens. Donc l'important, c'est que l'Ukraine rejoigne l'Europe et que les Européens, je le répète encore une fois, arrivent à monter en puissance au sein de l'OTAN, le pilier européen de l'OTAN qui prend toute son ampleur, à ce moment-là, permettra aux Européens de pouvoir réagir de façon autonome par rapport aux Américains. Que pensez-vous, mon général, de ces pays européens qui, justement, dans ce souci de créer une défense européenne, renouvellent leur armement en achetant des avions, non pas des avions européens, mais du matériel qui vient des États-Unis? Est-ce que là, il n'y a pas un manque de solidarité, de cohérence et de logique? Si on fait une défense européenne et s'il y a une industrie d'armement européen, on se fournit chez nous. Comment peut-on aller chercher aux États-Unis l'armement dont on pourrait avoir besoin pour défendre l'Europe? Non, vous avez raison, il s'agit du F-35 qui est une entourloupe, en fait, pardonnez-moi le terme. Les Américains disent il faut des F-35 parce que vous allez pouvoir porter l'arme nucléaire qui est américaine, avec décision américaine. Donc ça veut dire que ça les raccroche, ces Européens, aux États-Unis. Mais c'est ce que beaucoup de pays européens veulent. Ils tiennent absolument à avoir les Américains avec eux dès le départ. Il faudrait rappeler que pour la Première Guerre mondiale, les Américains sont intervenus en 1917 et la deuxième en 1942. Tout à fait. Et bien là, les autres pays européens voudraient qu'ils démarrent à J0, vous voyez, dès le départ. Bon, je pense que ils sont en train de réaliser qu'ils ne peuvent pas dépendre tous les 4 ans du vote des citoyens du Dakota du Sud ou du Texas, oui. Et que donc, il faut qu'ils prennent cette autonomie. Maintenant, sur les avions, vous savez que les avions, il y a 3 types d'avions en Europe, à part les F-35 bien sûr. Il y a le Rafale, il y a les Gripen et il y a le Tornado essentiellement britannique. Eh bien, c'est sur l'avion futur qu'il faut se placer maintenant, qui normalement, à la fin de l'année, on espère que l'embroglier entre Dassault et Airbus va trouver son dénouement et va nous permettre de viser vers le prochain avion qui sera plus européen avec les Allemands, les Espagnols et les Français pour l'instant. Merci mon général d'avoir accepté cette invitation. Certainement, Merci certainement.